calme et qui joue avec ce calme. Et ça, c'est vraiment un truc magnifique du biathlon, c'est d'arriver à composer avec sa part d'athlète d'endurance, d'athlète qui sait aller au bout de l'effort, et puis cette part de l'athlète de calme, de précision, qui doit gérer le côté délicat, difficile, mais passionnant, de tenir une carabine alors qu'on est à 180 de pulsation, alors que ça crie, alors que le côté chrono tourne, et que tout concourt à faire bouger cette carabine qui a besoin d'être stable, quoi. Et donc, c'est vraiment ce côté magnifique de cette discipline. C'est vraiment le mariage de ce ski de fond et de ce tir à la carabine qui est passionnant à vivre quand on est athlète, qui est passionnant, comme je le disais, c'est vraiment une école de soi, parce qu'il faut trouver sa manière de tirer, il faut trouver sa manière de combiner le ski et le tir. Et tous les athlètes qui vont prendre le départ, il n'y en a aucun qui aura la même stratégie, parce que chacun doit adapter déjà à ses capacités, à sa mentalité, et puis au contexte du jour J. Et dans toutes les disciplines, je pense que c'est le cas dans tes sauts, et tu nous en as un peu parlé hier, Jérémy, il y a ce que tu prévois, puis il y a ce qui se passe vraiment juste avant et pendant. Et tout ça, toute cette adaptation, c'est hyper clé dans le biathlon, parce qu'on a beau faire la meilleure des prépas mentales, ce qui va se passer, c'est forcément un peu différent de ce qu'on a imaginé. Et ça, il y a le côté adaptation qui est aussi très intéressant et qui est passionnant. Toi, je pense, Maxime, quand tu as une décision à prendre, parce que finalement, je ne sais pas, je n'ai pas les termes ou la réalité de la voile, mais il y a forcément, j'imagine, des choses qui changent et il faut réagir vite. Et ça, c'est le biathlon. Le ski, le tir, combiner tout ça, et puis avec quelque chose qui est donc, je le disais, qui est magnifique à réaliser, mais qui est magnifique à suivre aussi, avec ce côté génial du tir. Et c'est vrai que ça, voilà, la ferveur du biathlon qui grandit, pas que en France, hein, dans de nombreux pays, c'est aussi grâce au côté très visuel, télégénique, mais aussi visuel de ce sport. Et c'est vrai que le côté tir, où c'est réussi ou raté, c'est quand même génial à vivre, et ça fait cette intensité qui fait la beauté de ce sport, quoi. Donc voilà, donc en effet, pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas forcément le biathlon, il y a plusieurs formats de course. Il y a notamment le sprint, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une course contre la montre. Chaque athlète part avec son numéro de dossard et puis fait sa course contre la montre, et puis il y a ce classement final. Derrière ce sprint, il y a souvent une poursuite. C'est vrai que j'ai la chance de fêter bientôt les 20 ans de mon titre olympique à Turin, ça va être assez cool. Et la poursuite, c'est quelque chose qui est assez génial à vivre et à regarder, parce que le vainqueur du sprint, eh bien, il s'élance, et derrière, tout le monde a sa poursuite pour faire les 12 km 5 pour les garçons et les 10 km pour les filles, avec 4 tirs. Et puis le premier ou la première qui passe la ligne de cette poursuite, eh bien, a gagné la poursuite, qui combine au final 2 épreuves, le sprint plus la poursuite. Et donc, on pourrait dire plein de choses. Il y a le côté physique, il y a le côté technique, il y a le côté matériel. Là, les farteurs sont à fond pour finaliser les choix de fartage, les essais de ski pour les athlètes, etc. Il y a le côté matériel pour le ski, donc il y a le côté matériel pour le tir. Il y a plein de choses autour de la compétition et qui comptent dans la préparation d'une avant-course d'un athlète. Et parfois, on est tiré au sort pour le dopage, pour le contrôle dopage inopiné. Donc on peut être en train de se préparer dans la chambre d'hôtel tranquille, et puis ça vient toquer. Et puis en fait, il faut se speeder, parce qu'en fait, il y a toute une étape de contrôle inopiné, au hasard, ou en tout cas non divulgué à l'avance aux athlètes. Donc il y a plein de choses dans un avant-course. Mais si je veux vous parler un petit peu des grandes briques qui sont un peu le cœur du biathlon, il y a la brique du ski, avec le physique et le matériel, la brique du tir, et puis la brique de se préparer pour une épreuve où on va devoir se donner à fond, et puis être précis devant les cibles, quoi. Et donc, en effet, si on vient sur le ski, il y a le côté préparation physique de l'athlète, avec de l'échauffement. Et là aussi, chacun a sa méthode. Certains font des échauffements longs et calmes,
avec juste quelques accélérations. Certains préfèrent arriver tardivement sur le stade et puis faire plutôt quelques kilomètres, quelques kilomètres et avec beaucoup d'intensité pour être bien prêt. Donc il y a vraiment chaque athlète qui aussi au fil des années trouve sa meilleure manière de s'échauffer, de se préparer. Donc voilà, il y a tout un rituel pour s'échauffer. Certains font même du vélo d'appart à l'hôtel pour commencer à se préparer. C'est les Norvégiens qui ont introduit un petit peu ça il y a quelques années. Donc il y a le côté vraiment l'athlète qui se prépare et qui arrive sur le stade et qui va faire pendant 1 heure à peu près son échauffement physique et au milieu de ça, parfois, les derniers tests de ski. Un athlète en Coupe du Monde, ça dépend. Mais il a dans sa housse à ski, il a entre 20 et 40 paires de skis. Alors il y a la surenchère, il y a la prime, parce que quand tu dis 40, c'est 40 paires de skis. Il y a un peu de prime autour de ça. Mais quand même, vu la neige, les sports d'hiver qu'on connaît, eh bien c'est changeant. Ça peut changer entre hier et aujourd'hui, puis ça peut changer entre maintenant et dans 1 heure, ou même entre maintenant et dans 10 minutes. Et il y a la surface neige, parfois c'est dur et ça va vite, parfois c'est mou et ça va vite, parfois c'est mou et c'est complètement lent. Et donc il y a vraiment une multitude de conditions de neige et de profils qui font que dans la housse de ski d'un athlète, il doit y avoir toute une palette de dureté, de semelles qui sont travaillées différemment pour pouvoir choisir un pré-tri la veille, sélectionner, shortlister 5-6 paires de skis, et puis le matin, décider vraiment la paire qui sera utilisée pour la course du jour. Et ça, selon un peu la manière de faire de l'athlète ou de son équipe, certains confient complètement le choix du ski à son technicien, au technicien qui est attitré à l'athlète. D'autres veulent, pour différentes raisons, choisir eux-mêmes. On choisit un ski pour qu'il nous permette de glisser vite en trace directe. Dans les descentes, quand on est en recherche de vitesse en trace directe, il faut des skis qui aillent vite et qui aillent loin pour évidemment pas perdre de temps. Et puis aussi un ski qui patine bien. Et c'est vrai que parfois, certains skis patinent bien, mais ils ne sont pas super en trace directe. Parfois c'est l'inverse. Donc il y a parfois un compromis à faire, un choix de se dire là, vu le profil, vu comment je me sens, certes je vais être un peu moins rapide en trace directe, mais c'est tellement bon en patinage que je vais prendre cette option-là et je vais faire ce choix. Donc voilà, il y a le côté physique où l'athlète il va faire 1, 2, peut-être 3 tours de la piste. Aujourd'hui la piste elle fait 3 km 3. Elle va être parcourue 3 fois pour faire 10 km. Donc un tour tir couché, un tour tir debout, un tour arrivée et massage après. Et voilà, et donc en préparation, l'athlète, voilà, il va faire au moins un tour pour reprendre un peu ses repères sur la piste, donc au moins 3 km, mais généralement c'est plutôt 1, 2, peut-être 3 tours de la piste, calmement, et puis avec quelques accélérations plus ou moins longues pour quand même faire monter la machine, se mettre vraiment en condition pour être prêt à partir fort d'entrée. Parce que le sprint c'est 10 km, alors on appelle ça le sprint en biathlon, c'est pas du sprint pur. Le sprint pur c'est 10 secondes sur une piste d'athlée, et c'est vrai que physiologiquement, tout donner, le glycogène au bout d'un moment, enfin Nouchka nous en parlerait bien mieux que moi, mais il s'épuise au bout de quelques secondes. Donc si on veut parler de sprint pur, c'est beaucoup plus court que ce qui se passe là. Mais dans le jargon du biathlon, ça s'appelle le sprint parce que c'est la distance pour une course individuelle chez les garçons qui est la plus courte, c'est 10 km. Et c'est vrai que c'est assez intense. Ça dure selon les profils ou la vitesse de la neige, ça dure entre 23 minutes et 25, 26, 27 minutes si c'est lent et si c'est un profil difficile. Et donc c'est quand même assez rapide et on part très fort, on accélère au milieu et on finit à fond. Donc c'est vraiment un effort très intense, avec la difficulté du coup de garder suffisamment de lucidité physique, de calme physique pour le tir et de lucidité mentale pour faire ces 2 passages au tir, le tir couché puis le tir debout. Donc là, le schéma, c'est quand même de faire un échauffement assez dynamique pour être vraiment prêt dès les premières secondes du départ. Et bien réveillé. Être bien réveillé et physiquement tout prêt, quoi.
Mon premier entraîneur me disait, tu dois partir, tu dois être transpirant quand tu pars. Et voilà, donc ça c'est dans les grandes lignes la préparation du côté ski. En parallèle, et ça va se passer juste après, donc ça va être cool de regarder ça, c'est les réglages de tir. Il y a une période de temps avant le départ qui est dédiée sur le pas de tir à ça. C'est chaque athlète vient régler sa carabine. La particularité, et c'est important à comprendre pour comprendre l'influence du vent et des réglages peut-être à modifier pendant la course selon les circonstances de vent, il faut bien comprendre que pour tirer de manière très précise à la carabine à 50 mètres, les cibles elles sont à 50 mètres en compétition, elles font 4,5 cm couchées et 11 cm debout. Donc ici ça paraît gros, mais quand c'est à 50 mètres c'est beaucoup plus petit. Et puis quand c'est après un effort intense, c'est pas très gros. Donc pour tirer précisément dans ces cibles, on tire avec des carabines 22 longs rifles à plomb, donc il y a un plomb qui part. Et ça, ce sont des armes, mais c'est presque le cas pour toutes les armes de précision. Elles doivent se régler avant chaque tir. Si je fais une séance d'entraînement ou une compétition maintenant, je règle ma carabine. Si je fais la même chose dans 3 heures, je dois régler ma carabine. Alors il y a un laps de temps en effet dans lequel on ne règle pas. Mais je dirais c'est à peu près ça. En moyenne, pour 1-2 heures de séance, ok, le réglage de départ, c'est la base. Maintenant, en effet, 3 heures après, ou l'après-midi, ou le lendemain, au même endroit, même si on a l'impression que c'est la même météo, que c'est pareil, ben finalement non. C'est tellement précis toute cette affaire que l'air est différent, la luminosité est un peu différente, le gugus est différent, tout ça, parce qu'il y a le réglage de la carabine, mais il y a l'interaction entre l'homme et l'athlète et la carabine. Et donc il y a vraiment cette importance de régler avant chaque entraînement et chaque compétition la carabine. Et c'est ce qui se fait dans cette séance des réglages. Et ce qui est cool, il y a Jean-Paul Jacquinot, l'entraîneur des filles de tir, qui va venir nous voir. On l'a croisé tout à l'heure avec Florian. C'est mon entraîneur au cœur de ma carrière. C'est lui qui me tombe dans les bras après la ligne d'arrivée à Turin il y a 20 ans. Donc c'est cool, il va venir nous dire un bonjour. Et vous pourrez le questionner. C'est un puits de connaissances autour du tir. Mais donc, ce qui est cool, c'est qu'on va voir ça tout à l'heure. Il y a ces réglages. Et en fait, si vous voyez les cibles, donc il y a 30 cibles. Chaque nation a 1 ou 2 tapis de tir attitrés pour les réglages. Généralement, les meilleures nations du classement sont sur les premières cibles. Et puis après, les nations s'enchaînent. Et donc, les réglages se font sur des cibles en papier qui sont juste à côté des cibles qui vont être utilisées lors de la course. Donc là, si on regarde la cible 28, il y a la cible 28, en dessous du numéro 28, c'est la cible qui sera utilisée pendant la compétition, c'est la cible mécanique, métallique. Et à côté, à droite, il y a toute une série de ronds, là c'est les cartons de réglage. Et donc chaque athlète va passer pour un tir couché, l'entraîneur regarde à la jumelle les impacts, et puis demande à l'athlète de faire les réglages pour amener le groupement au centre. C'est combien de paramètres sur la carabine? Tu as 2 paramètres. Une molette pour régler la hauteur et une molette la largeur. Tu vises pour aller à gauche, tu dévises pour aller à droite et la même chose pour descendre ou pour monter. Donc elle est crantée, donc l'entraîneur va proposer à l'athlète, puisque peut-être il est dans le 8, il fait son groupement, il est dans le 8 en bas, il va dire tu montes de 7 clics vers le haut, par exemple. Pour le haut c'est comme ça. Pour le haut c'est voilà, on dévisse. Ah non, le haut c'est comme ça. Le haut c'est la molette qui est horizontale, qui est là-haut quoi. Ouais. Et droite-gauche comme ça. Et droite-gauche sur le côté. Voilà. Et, des fois t'as pas le temps de... et donc il y a toute cette phase qui est hyper importante parce qu'évidemment si on règle mal sa cara, c'est la cata. Et puis c'est hyper important parce qu'il faut avoir un bon calage avec l'entraîneur pour régler la carabine et se rappeler des conditions dans lesquelles la carabine a été réglée. S'il n'y a pas de vent, je règle ma carabine, je me pointe en course, 20 minutes après, il y a du vent, et bien forcément le vent va avoir une influence sur la balle et il faudra réagir et changer les réglages. Alors soit en faisant des clics, en anticipant l'effet du vent, soit en contrevisant. Parfois quand c'est la tempête, un jour
tu es au tir et tu es bien embêté parce que oui, il y a du vent, mais il est comme ça, puis deux secondes après, il est comme ça et comme ça. Donc là, tu as meilleur temps, toi, de contre-viser en te disant, là, en ce moment, pendant les quelques secondes, ça pousse à droite, bon, bah, je contre-vise à gauche. Donc il y a toute cette mécanique de soit décider à l'arrivée sur le pas de tir, de modifier les réglages parce qu'on constate que c'est compliqué, enfin que ça a changé, soit d'adaptation tout au long du tir. Et ça, c'est à la fois chiant et passionnant, parce que c'est un peu chiant, parce que c'est compliqué à gérer, et puis parfois on se laisse piéger, et parfois ça impacte énormément le résultat du tir et donc la performance. C'est pour ça que je dis c'est un peu chiant, parce que c'est un peu frustrant quand on se rate avec le vent. Mais finalement, ça ne doit pas être frustrant, ça ne doit pas être chiant, c'est que ça fait partie du job, et ça fait partie de la qualité, de la performance d'un athlète, d'un biathlète, que de savoir gérer le vent. Et les meilleurs tireurs, les meilleures tireuses, c'est aussi ceux et celles qui savent gérer ce vent et tout ce que ça implique, quoi. Et ça, c'est pas très visuel pour le coup, parce qu'à la télé, on voit un peu les fanions, on en parle, mais c'est parfois très, très difficile à jauger l'importance et l'impact qu'un changement de condition de vent peut avoir, quoi. Et c'est d'autant plus frustrant parce que tu te prends des temps de pénalité derrière qui impactent toute la performance de la course, quoi. Ouais, c'est ça. Donc que tu te rates parce que tu as été mauvais au tir, juste parce que tu n'as pas été précis, ou parce que tu as mal géré le vent, si tu rates une cible, aujourd'hui par exemple, ça va être un tour de pénalité à la sortie du tir. Donc il y a 5 tirs, 5 balles, 0 pénalité, je pars tout droit, une pénalité, je fais un anneau de pénalité qui va durer 22 secondes à peu près. Et donc évidemment, la sanction tombe et c'est évidemment impactant pour le classement, pour la performance, quoi. L'entraîneur, il a le droit de te parler, de te dire tu as un clic à faire, admettons à ton deuxième tir. Tu as une zone de silence, donc tu as le droit d'être renseigné sur la piste, mais sur le pas de tir, tu as une zone de silence, il y a une zone rouge. L'entraîneur n'a pas le droit d'aucun échange. Tu as le droit d'avoir enfin il y a le bruit du public, etc. Ouais, mais les entraîneurs qui sont dans les couloirs des entraîneurs, qui ont les infos, là, elles ne peuvent pas communiquer. Même si ça se passe mal, rien de droit de dire, rien de droit de faire. Il n'y a pas de communication gestuelle, visuelle ou locale. Tu estimes qu'il y a un facteur chance quand même ou pas par rapport à la météo? Est-ce qu'il y a des athlètes qui vont être avantagés ou désavantagés par... Oui, tu peux avoir un coup de chance ou un coup de malchance. Ouais. Tu peux avoir un coup de malchance, tout est calme, et puis pendant 5 minutes, c'est les 5 minutes où tu te pointes sur le pas de tir, pof, il y a une grosse rafale de vent qui sort. Tout comme sur la neige, tu peux avoir un dossard élevé, et puis au milieu de la course, il se met à neiger, et toute la deuxième partie des dossards sont pénalisés. Ouais. Donc voilà. Mais voilà, donc oui, il y a un côté où tu peux parfois jouer de malchance par rapport aux conditions, quoi. Tu parlais de la carabine, il y a un poids mini ou maxi? Ouais. C'est pas pareil. Ouais. Il y a un poids minimum qui est, je suis sûr qu'il y en a qui l'ont, Qui l'ont. 3,5 kg. Ça, c'est le mini. Il y a 2 poids minimes. Il y a le poids de l'arme, 3,5 kg. Donc elle peut faire 3,5 kg et 5 grammes, 3,5 kg, mais pas moins. Et le jeu, c'est de trouver aussi le poids qui nous va bien. Voilà. Parce qu'une arme très légère, elle est moins stable qu'une arme lourde. Mais une arme lourde, dans les montées, tu la regrettes un peu. Donc voilà, c'est à trouver ce truc-là. Et après, évidemment, il y a tout l'équilibre du centre de gravité de l'arme. Une arme qui est très équilibrée sur l'avant, elle va moins bouger au saut de bouche quand la balle sort du canon. Mais on l'a un peu moins sur nous, donc ça nous embarque un peu sur l'avant. Donc voilà, c'est vraiment plein de petites choses qui rendent le biathlon très technique et multifactoriel. Donc ça se joue à quoi là? Les carats, ils sont quoi? Entre 3,5 et quoi? 3,6, Il fut un temps où il y avait l'école allemande qui, eux, ils privilégiaient le tir. Et c'était du gros costaud, donc que ça fasse 300 grammes de plus, ils s'en fichaient. Mais ça, c'est un peu fini. Là, il y a la tendance à s'approcher de 3,5 kg. Et généralement, c'est entre 3,5, 3,6, 3,650. Pas bien. D'ailleurs, comment tu as vu évoluer les physiques des coureurs et coureuses avec le temps? Pas trop Ouais. évolué, ouais. Non, ce qui a évolué, c'est l'âge moyen de la performance maximale dans la carrière. On va dire que ça tend à baisser. Ok. Ouais, il y a 30 ans, je pense, l'âge moyen
cœur de résultat, c'était plutôt 25-32 ans. Là, dès 23, parce que de plus en plus les athlètes ont un comportement professionnel très tôt et donc ils sont prêts très tôt. Ce qui fait aussi des saturations mentales plus précoces. Et donc, ça. Mais sur le physique, ouais, je vois pas trop. Et le matos, qu'est-ce qui fait que les Français ou les Norvégiens on est meilleurs quand à chaque fois on voit les temps de ski où on dit les Français ils ont skié tous forts. Qu'est-ce qui fait que les Slovéniens en fart ils soient moins bons que les Norvégiens? Ouais. Bah, je dirais que la France, la Norvège et l'Allemagne, c'est les 3 nations qui sont le plus stables au niveau de la qualité de fartage et de la performance de glisse. Parce qu'il y a des staffs assez fournis, très expérimentés, qui ont un savoir-faire. C'est un peu les 3 nations avec la Russie, mais qui est pas là en ce moment. Ouais, aussi les Suèdes, ouais. Et, mais quand même qui se détachent. Mais je dirais pas qu'ils... Parce qu'ils passent plus de temps à farter, à mettre le... Ouais, il y a plus de budget, il y a plus de temps, plus de savoir-faire. Mais c'est rare que... Il y a plein de nations qui ont quand même un staff qui leur permet de leur fournir des skis pour lutter à armes égales. Okay. De temps en temps, la France fait un beau coup à la glisse, la Norvège, etc. Mais la prouesse de ces équipes, c'est qu'elles sont un peu métronomes. Elles se ratent rarement. Elles se ratent parfois. Des fois, on a été scotché et puis tu as 0 chance de faire quelque chose ce jour-là parce que malheureusement, malgré le travail, les farteurs se sont ratés. C'est tellement finaux tout ça. Et donc, ces 3 équipes qu'on a citées là, elles sont assez stables. Donc, elles permettent aux athlètes d'être dans la bonne moyenne de la glisse. Après, c'est l'athlète qui fait le truc. Par exemple, hier sur le sprint des filles, les testeurs, il y a un Français qui a rallié un Belge plusieurs fois. Ouais. Il y a des petites collaborations comme ça, les frères avec Claude. des nations amies. Les frères Claude. Ouais, non mais c'est vrai, parfois il y a des typiquement, tu veux un exemple, la Belgique c'est une petite équipe qui a 1 ou 2 techniciens et en fait il y a peu de rivalité entre les athlètes français et belges parce qu'il y a un peu un niveau d'écart, même s'il y a des exceptions parfois, mais voilà, c'est une entente. Ils disent, pour la France c'est encore mieux d'avoir le technicien belge qui vient renforcer l'équipe. Et puis ça ne nous dérange pas de donner des bons skis aussi bien préparés aux athlètes belges. C'est voilà, ah ouais, c'est ça. Et parfois sur les JO, il y a des alliances comme ça qui se font. Le discours du coach, il a vraiment son importance. Pardon ? Le discours du coach, l'entraîneur, il a vraiment son importance ou c'est trop tard. chacun sait clairement ce qu'il a à faire quoi. Le jour J, tu veux dire ? Ouais, ça dépend. Mais les petits mots de fin de préparation, c'est souvent assez important. Et c'est pas forcément des choses très factuelles, c'est plus les derniers mots de mise en confiance, de motivation, etc. Un truc qui est difficile pour le côté motivation des troupes, pour les coachs et même pour les athlètes, c'est le nombre de courses. Il y a beaucoup de courses dans l'hiver, là, il y en a 3, il y en avait 3 la semaine dernière, etc. Et c'est vrai que de se mettre dans un état d'esprit de guerrier, parce qu'il faut quand même, mais de le faire 3 fois par semaine, aussi rapproché, c'est quand même, au bout d'un moment, c'est un peu compliqué quoi, de faire ces réunions d'avant-course avec une ultra motivation. Donc, par rapport à certains sports comme le rugby ou d'autres, les réunions d'avant-course c'est moins guerrier, c'est moins. Sauf si le coach décide là de faire un gros push à ce moment-là. Ouais. Merci Vincent pour tout ça. On va bientôt, mais c'est quoi la recette de Fran? Il y en a pas eu qu'une, il y en a peut-être eu plusieurs, il y en a peut-être 200, mais toi, on a cité pas mal de choses, le choix des skis, le réglage, le poids, la posture, le mental, etc. J'imagine qu'il y a eu plusieurs réponses, mais c'est quoi toi, quelle a été ta recette? Ouais, alors moi sur les choses dont j'ai parlé, je testais mes skis avec mon technicien, mais j'avais besoin, pas par manque de confiance, mais c'était vraiment un sujet que là je voulais pas entièrement déléguer. Le choix de la paire de skis, je le faisais avec le technicien. Parfois je prenais son avis au final, mais je voulais mettre les pieds sur la paire que j'allais sélectionner pour le jour J. Quand tu sélectionnes la paire là, comme tu disais juste avant la course, tu as le droit de les refarter. Ouais, ils les refartent après. Oui, tu les sélectionnes avec un fart idéal qui est un peu basique.
Et la paire qui est sélectionnée, Avec la retraite. ils font la préparation finale. Ouais. C'est pour ça que tu dois le faire quand même un peu en amont pour que les farteurs aient le temps de faire cette préparation pour être à l'heure au départ. Et le matin de course, quand tu es devenu champion olympique, tu savais que tu allais le devenir ou jamais tu t'es dit. Non, je ne savais pas, mais je savais participé combien? que je n'avais jamais été aussi bien proche. préparé, aussi prêt, aussi bon qu'à ce moment-là. T'es participé combien de la poursuite? Pardon? T'es participé combien de la poursuite? Je suis parti 5e. Et cinq. Ouais. Sur combien de temps à rattraper? Là, il y avait un gros écart. Ouais. Ouais. D'ailleurs, il va peut-être venir nous dire bonjour. C'est Sven Fischer qui avait gagné le sprint. Ouais. Et il avait 49 secondes. Ouais, par là. Quoi. Mais il avait fait un gros. Ouais, il y avait un gros. Pour autant, tu l'as bien bouffé au sprint, quoi. C'est bien d'aller. C'est là où il Ouais. était revenu, c'est ça? Et toi, tu l'as redoublé, c'est ça? Non, sur le final, non? Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et au tir, tu avais fait combien? Au tir, j'ai fait 18 sur 20. Ok. Et ouais. Donc tu as bien rattrapé sur la piste. Ok. Et voilà un petit peu. Et pour répondre aussi plus complètement à Florian, moi j'avais besoin sur le côté échauffement, je fonctionnais beaucoup par sprint, des accélérations aux endroits un peu stratégiques où il faut passer techniquement proprement, être efficace. Donc je faisais une dizaine d'accélérations de 8, 12 secondes, pas complètement à fond parce que là tu crames trop, mais voilà, très fort. Et le secret pour faire descendre le cardio, c'est quoi? Fractionner, courir, faire du fractionné? Ouais, alors en préparation, il y a tout et on commençait à en discuter avec Céline tout à l'heure. Un des gros sujets, c'est dans quelle capacité physique je me mets pour pouvoir tirer juste dans les cibles. Quoi. Donc il y a le sujet, arriver à récupérer le plus possible pour bien être en état de tirer. Mais il y a aussi le sujet de ralentir le moins possible. Donc c'est vrai qu'il y a ce double travail à faire à l'entraînement et après en course. C'est d'arriver à ralentir juste un petit peu pour ne pas perdre trop de temps. Et puis quand même d'arriver à tirer en étant hyper fatigué et en étant le cœur qui bat énormément. Donc et donc à l'entraînement, il y a toute une panoplie de séances qu'on peut faire. Moi je trouve ce qui marche beaucoup à la fois pour faire monter vite la forme juste avant un événement, mais aussi pour travailler cette redescente de pouls rapide dès qu'on diminue un peu le rythme, c'est de l'intervalle régulier court. C'est-à-dire de faire du 30-30 par exemple. 30 secondes très fort, 30 secondes calme, 30 secondes très fort, et ça pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Et ça aide beaucoup parce qu'on répète beaucoup de fois je vais fort, je récupère mais pas trop longtemps. Et donc tout ça apprend au corps à se calmer, à redescendre en pulsation, etc. Mais quand même le gros enjeu du tireur, c'est surtout d'arriver à tirer vite et bien en étant oxy, le cœur qui bat, les jambes qui brûlent, parce que c'est comme ça qu'on perd le moins de temps, c'est comme ça que parfois on doit se présenter sur le pas de tir parce que c'est une poursuite et le rythme est imposé par la course. Quoi. On va manger? Comment? Ah bah ouais. Mais non. Je crois qu'on va devoir continuer. Mais non. Mais vraiment exceptionnel. Qu'est-ce qui détermine ce niveau? Je pense que ça vient de certains aînés qui ont été très talentueux et qui transmettent une certaine énergie, une certaine passion, un certain savoir-faire. Non, mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça quand même. Je suis en retard, on a toujours faire une entrée discrète. Bonjour à toutes et à tous. Ça va? Je suis un ancien collègue de Vincent. Ceux qui ne me connaissent pas, je Au boulot, on se creuse à la machine à café. je me présente comme ça. Il est connu sur le circuit. Ça va? Ouais, parfait. Ça se passe bien? Et c'est vrai qu'on est un peu chez Martin parce que c'est grâce à Martin qu'on organise cette journée dans ce chalet, donc c'est cool. Merci à toi. Malheureusement, on n'est pas chez moi, mais Je comprends, c'est avec toi qu'on organise tout ça. cette avec semaine, ton équipe. et merci de la confiance. Et je crois que vous aviez été l'expérience l'an dernier, c'était déjà une belle réussite. Donc c'est un bel endroit et on va avoir des belles courses aujourd'hui aussi avec les mecs. Il y en a certains qui ont vu la course femme hier, j'imagine, à la télé. Mais
Pas à la télé, sur site. Sur la piste. Et c'est vrai que c'est un beau spectacle et c'est assez dense. C'est un tir qui est plutôt. Tu veux parler de biathlon? Ouais, Un tir plutôt facile comme Ruhpolding, par exemple, en Allemagne. Et du coup, en général, là, il n'y a pas de masse d'air, etc. Donc les résultats sont plutôt bons. Et donc, ça fait que c'est assez dense en général. Quand il n'y a pas Johan Hetro qui court, normalement, c'est assez condensé. Ouais, hier, ça va bien faire. Voilà. Ça va? Ouais. Donc, alors que nous, on essaie d'avoir cette transmission. Et Stéphane Duccio, qui est directeur du biathlon français, il a été entraîneur, il a été coach. Polo, c'est pareil. Lionel, c'est pareil. Donc voilà, on a quand même une vraie transmission de savoir-faire. Alors, on a un peu de chance, parce que je pense que pour trouver des profils successifs. Qu'il y a autant de profils à ce niveau, c'est quand même aussi. Non, voilà, c'est assez fou. Il y a des trucs qu'on il n'explique faut pas. que ça s'emboîte bien. Un nombre de pratiquants. Bah, il augmente aussi, parce que. Il augmente aussi le nombre de On pratiquants. va les compter. Je souhaite que tout le monde en fait.